Merci beaucoup Thomas d'être venu échanger pour ton expérience au Club Digital. Nous, on voulait te rencontrer parce que tu as un super parcours. Tu viens de lever 205 millions d'euros l'année dernière. C'est la plus grosse levée de la French Tech. Impressionnant montant, mais aussi une startup qui est devenue une des rares licornes françaises où vous présentez comme les leaders de la mise en relation des photographes et des entreprises dans le monde, mais aussi sur la retouche d'image. On pourrait sortir beaucoup de superlatifs, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est d'abord de te connaître. Et je voudrais que tu prennes le temps un petit peu de nous décrire ton parcours avant d'arriver à Miro. Ouais, j'ai 32 ans, donc j'ai quitté le M il y a 8 ans, 7 ans maintenant, ça commence à faire un petit peu. Donc j'ai fait le M Lyon et je suis parti en fait derrière monter des boîtes directement. La première, donc j'avais 26 ans, 25 ans. La première, elle s'appelait Crédit, elle n'a pas bien marché parce que quand tu sors de l'EM, tu ne connais pas forcément bien le web. Tu connais un peu d'entrepreneuriat, c'est une école qui se focus un peu là-dessus, si tu prends les bons cours, mais le web c'est très différent. Donc tu fais toutes les conneries possibles. Voilà, j'avais levé un petit montant, j'avais levé 200 000 balles, ce qui était énorme. Déjà. C'était énorme, il y a 6 ans, sur un petit PowerPoint. Mais je les avais mal dépensés. Je te résume un peu le truc, j'avais mal dépensé, le business model n'était pas bon, il fallait que j'arrête. Après, j'ai enchaîné sur une autre boîte qui s'appelle Digi, que j'ai encore, donc il y a 4 ans et demi, 4 ans. Donc combien de temps après la première? 2 ans. J'ai essayé de changer de truc plusieurs fois pendant 18-24 mois, après ça marche pas, faut arrêter. Faut savoir s'arrêter vite. Euh, et j'ai et ensuite j'ai monté une boîte qui s'appelle Digi, qui est une boîte de conseil en informatique, assez classique, hein, que j'ai encore, qui marche très bien. J'ai monté une troisième boîte, j'ai commenté une troisième boîte qui s'appelait Watchdog, qui faisait des antivols de moto, qui fait encore des antivols de moto. Sur les différences, la R&D, c'est du hardware, donc ça a mis 4 ans à sortir le premier produit, mais passionnant. Et après, je suis rentré sur Miro il y a 4 ans maintenant. Donc c'était en 2016, en faisant les deux autres en même temps, sans savoir si ça allait marcher ou pas. Tu sais jamais si ça marche ou pas. Et donc je suis monté là-dessus, ouais, sur Miro, parce que ça faisait partie des rares sujets qui n'avaient pas encore de marketplace. Ou de on-demand business, comme tu as dans la food, tu as dans le travel, tu as dans le transport, etc. Et donc j'ai trouvé que c'était intéressant. Moi, l'art, certaines parties de l'art me passionnent depuis longtemps, j'en suis assez proche. Et du coup, j'ai eu envie de partir sur le sujet. Ce qui m'intéresserait aussi maintenant, c'est de savoir, après ce parcours en accéléré, le parcours de Miro après. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à un moment où tu arrives chez Miro, tu commences l'aventure Miro, Ouais, tu peux nous condenser ça? en 2016, comme tous les sujets, alors la différence, c'est quand tu as monté quelques boîtes, tu finis par comprendre comment ça marche, le début. Le début, c'est pas une phase très compliquée. C'est bien plus compliqué maintenant, mais tu sais pas le faire, tu sais pas le faire. Comme beaucoup, c'est un métier, quoi. Donc monter les premiers mois d'une boîte, c'est un métier, tu peux faire tout n'importe comment et te planter 14 fois de suite. Quand tu l'as fait quelques fois, tu arrives à comprendre les petites bêtises que tu as faites avant, plus tu avances et plus en fait ça devient clean quand tu montes ta boîte. Donc en 2016, je suis parti sur un secteur qui était le mauvais d'ailleurs, c'était la photographie immobilière. Tu peux pas commencer à tout faire en même temps, donc je me suis dit tiens, je vais tester le truc sur Paris. J'étais avec un collègue qui s'appelait Guillaume. Il fallait prouver que d'un côté, tu avais des photographes qui avaient envie de travailler sur ce type de mission, et de l'autre côté, qu'on avait quelque chose à apporter aux clients. Ce qu'on peut apporter, c'est de la flexibilité, de la rapidité, des meilleurs prix. Il fallait le prouver. Donc tu prends un premier sujet sur une première géographie, c'était Paris. J'ai pris quelques stagiaires, parce que tu n'as pas d'argent à ce moment-là, et tu testes. Donc on a appelé simplement aux agences immobilières toute la journée, donc sur le sujet de l'immobilier. Et puis en fait, on a vu que ça prenait. A posteriori, c'était une erreur, parce qu'en réalité, tu te rends compte que tu as un coût d'acquisition de tes agents immobiliers qui est trop élevé par rapport aux revenus que tu en retires. Bref, je ne vais pas passer ces détails-là, mais du coup, en fait, on a progressivement changé vers autre chose, mais ça a permis de lancer un peu la pompe. C'est le MVP, quoi. C'était un MVP raté. D'ailleurs, j'ai eu mon site internet un an après, donc c'était sans site. Tu n'as pas besoin d'un site pour, quand tu fais du B2B, ce qui est pratique. Tu appelles, tu recrutes des photographes, tu les formes, tu commences à mettre de la technologie, parce que c'est des trucs qui doivent marcher par la technologie. La technologie, c'est une plateforme, mais c'est aussi effectivement de l'IA sur l'image. Donc comment tu peux retoucher des millions d'images en une seconde sans avoir des millions de gens qui retouchent derrière, quoi. Sinon, ça pose plein de problèmes opérationnels et de coûts. Donc on l'a testé, ça a marché. J'ai levé 1,2 million en juin 2016, que j'ai pas signé parce que je me suis rendu compte que je partais pas avec les bonnes personnes. Ah oui. Ouais, donc j'ai relevé en fait 380 à la place, et c'était une bonne décision. En août, ça c'est 2016, ça m'a donné de quoi embaucher une
dizaine de personnes, quinzaine de personnes, en CDI, partie vente, partie opération, commencer à structurer ça, parce qu'au début c'est la cohue, tu fais tout en même temps. Je suis reparti lever des fonds, là j'avais levé à ce moment-là 7 millions, ça a été signé, finalement ça s'est pas closé, ce qui est assez rare, post-term sheet, au final j'avais plus d'argent, j'ai pris de la dette, puis j'ai reclosé une série A de 12 millions plus dette 15 en Donc là, on 2017. est à quelle levée là en fait? Donc série A. Série A, Tu as un tour d'accord. de seed de 380. Ok. Après, tu as une série A de 15 millions. Donc ça, c'est 18 mois après la création. Là, on s'est rendu compte qu'on avait un vrai sujet sur les marketplaces, qu'on a des besoins scalables de photos partout. Donc on a commencé à changer de type de cible. On a commencé à taper des Hello Resto, des Deliveroo, Booking.com, Trivago, ce genre d'acteurs qui ont des besoins sur plein de pays. Donc on a commencé à scaler, à supply l'offre de photographes sur plein de pays. Donc c'est plein de problèmes opérationnels, il faut les former, il faut parler leur langue, il faut faire du customer service, du SAV sur plein de langues différentes, il faut que la tech fonctionne, il faut avoir des serveurs partout, il faut que le temps d'upload et de download des images prenne une seconde et pas 5 minutes. Bref, donc ça pose plein de problèmes, c'est pour ça qu'il fait une levée de fonds. Ça a bien marché, donc on a fait vite beaucoup de revenus. Donc on a reclosé 9 mois après un tour de 45 millions, qui nous a permis d'aller encore plus loin sur l'investissement tech, mais le recrutement de photographes aussi, et également les clients. C'est revolé très vite, donc on a reclosé en dollars 230 millions en juin, c'était 9-12 mois après. C'est un bon rythme, tous les 9-10 mois tu relèves, c'est un bon rythme. Et à chaque fois plus. Vaut mieux, oui, sinon c'est mauvais signe. Ouais. Donc on a relevé ça. Chaque étape c'est challenge. On est passé d'une boîte qui faisait que du on-demand sur la photographie à une boîte qui fournit des services et des outils aux photographes. On a ouvert des softwares pour les photographes pour les aider dans le travail qu'ils font sans nous, etc. Enfin, progressivement, tu construis une entreprise avec plein de départements qui visent le même objectif. Mais alors qu'au début, tu faisais juste un petit truc monoproduit sur une petite zone. D'accord. Et alors justement, quand on a raconté toute cette histoire, la dernière levée, c'est bien 205 millions d'euros, hein, c'est bien ça? Ouais. En fait, pourquoi finalement avoir eu besoin de lever autant quand on est une startup comme Miro sur le marché français? Alors on entend dire qu'il y a le marché B2C que vous voulez adresser, il y a l'international, il y a aussi l'intelligence artificielle, j'imagine qu'il faut toujours investir plus. Mais finalement, pourquoi, c'est quoi les big rocks qui font qu'on lève 205 millions d'euros? La logique de base, c'est quand tu as un gros marché et que tu es seul, quasiment seul, tu te dis qu'il faut que tu te magnes pour rester seul le plus longtemps et créer un edge technologique et business suffisamment important pour que ça soit compliqué de te rattraper. Et donc tu fais le constat que ça fonctionne bien, que tu as des gros revenus, enfin tu as une croissance de revenus qui est forte, tu te rends compte que tu as l'impression que c'est illimité, le marché est vraiment énorme, et tu n'as pas envie que tu aies 3 concurrents par pays qui se créent et qui commencent à t'embêter. Donc tu vas de plus en plus vite. Plus tu investis en tech, plus tu peux baisser les prix, plus tu peux monter les prix des photographes en baissant les tiens et en gardant une belle marge. Donc tu deviens imbattable au niveau des prix. Et plus tu es agressif sur les ventes et tu signes des contrats sur 1, 2, 3 ans, plus les clients que tu as signés ne peuvent pas aller ailleurs et du coup tu les loques. Et donc tu combines les deux, tu te dis faut que j'aille très vite. Quand tu vas très vite, ça veut dire avoir un besoin en cash important, en investissement. La vente, c'est un investissement. Tu investis, là on a 150 sales. Donc c'est un investissement parce que tu rembourses le coût d'un vendeur en 6, 12, 18 mois. Donc pour l'instant, tu brûles de l'argent, ça dépend de ton business. La tech, c'est un investissement. Donc tu as la tech, tu as la partie IA, R&D, tu as la partie produit, tu as la partie IT, développement, etc. Tu as la partie data, c'est de l'investissement. Et donc tu te dis, puis tu as le G&A. G&A, c'est les coûts de structure. Là, on a ouvert 8 bureaux, je crois, dans le monde. Donc on est Los Angeles, New York, Barcelone, Paris, Tokyo, Singapour et Bangalore. Je ne sais pas si ça fait 8 ou 7. Et tu as des coûts donc ce qu'on appelle le G&A, donc tu as des coûts de bureaux à payer, des coûts de compta, etc. qui mettent du temps à être rentabilisés. Donc tu as besoin de cash pour faire ça. Si et seulement si tu as l'impression qu'il y a un très gros marché et qu'il faut aller vite. Voilà, donc c'est en fonction de ça que tu sizes le montant de ta levée. Est-ce que je lève 10, est-ce que je lève 200 ça dépend, c'est pas, lever 200 c'est pas mieux que lever 10, ça dépend juste où tu veux aller dans 6 mois, 12 mois, 4 mois en fonction de ce que tu vois du marché. Donc si je comprends bien, c'est une stratégie d'hyper-croissance Ouais. pour Miro. Mais du coup, vous, dans l'entreprise, comment vous le gérez au quotidien? Parce que quand on fait une levée comme ça pour aller si vite sur le marché, vous ouvrez beaucoup de bureaux un peu partout dans le monde. Même le nombre, voilà, après il faut compter parce que les choses vont tellement vite. Comment vous faites pour que la structure en fait, arrive à suivre, pour arriver à suivre la cadence? Tu galères. Hein. Tu galères. Tu ne peux pas remplacer le temps par de l'argent. C'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu fais les choses bien. Tu ouvres des bureaux pour la première fois et tu en ouvres 4 d'un coup. Bon, tu as des problèmes légaux, comptables, opérationnels, il faut que tu trouves les gens, tu peux planter sur les gens, etc. Donc tu galères un peu. Après, plus tu le fais, plus tu le fais bien.
Et accessoirement, quand tu as les moyens, tu peux embaucher les bonnes personnes. Et au bout d'un moment, une entreprise, c'est pas la personne qui la gère vraiment, c'est les gens qui ont été embauchés qui le font bien. Tu as des gens qui gèrent la com, à droite, tu as des gens qui gèrent les opérations, des gens qui gèrent la finance, etc., qui sont chacun d'entre eux meilleurs que toi, a priori, c'est pas un problème, sur leur sujet en particulier. Toi, tu es au milieu, tu fais en sorte que tout ça fasse du sens et qu'il y ait du lien et que les gens comprennent pourquoi ils sont là, etc. C'est pas toi qui le fais. Donc tu prends un directeur financier, un CFO, qui lui a déjà ouvert 10 bureaux, donc il sait comment faire, du coup il t'évite les écueils que tu aurais fait si tu étais allé seul. Mais malgré tout, tu peux pas. Enfin, tu vas vite, quand tu vas vite, tu vas vite. Donc, comment tu fais? Tu galères. C'est plein de problèmes tout le temps, plein de problématiques à gérer, des décisions à prendre. Est-ce qu'on fait ça ou ça, sachant qu'il n'y a aucune bonne décision, il y a une des deux qui est mieux que l'autre, mais tu sais pas. Et voilà. Si c'est fait avec intelligence, à la fin, ça se passe bien. Tu te rends compte que tu aurais pu faire, si on c'est à rebours, tu aurais tout pu me faire tout le temps. Mais c'est pas grave, tu as pris une décision vite et ça fonctionne. Voilà. Donc là, c'est une boîte qui est assez jeune. 4 ans, mais en fait, le scale, il a commencé vraiment il y a 2 ans. Ça a vraiment commencé à partir très vite, très fort il y a 2 ans. En fait, c'est une boîte qui est vraiment très jeune. Donc, les opérations sont pas finies, les process parfois déconnent, etc. Mais ça prend la bonne tournure et en tout cas, on fait ce qu'on doit faire. Donc de ce que je comprends, ça va très vite. Effectivement, forcément, il y a des galères, parce que quand on va assez vite, Ouais. parce que je dis, voilà, il y a des galères. C'est aussi en très peu de temps. Et du coup, pour finir cette interview, moi, ce qui m'intéresse à savoir, c'est d'un point de vue positif. Pour toi, en fait, qu'est-ce qui fait que tout ça, ça réussit? C'est quoi pour toi qui fait que Miro réussit Alors, c'est 2 choses. Faut pas que je me plante moi sur où est-ce qu'on va. Ou en tout cas, faut pas que je me plante trop. Parce que tu peux te planter sur un truc, mais pas trop à la fois, sinon ça pose problème. Donc, on part de ça au début, puis en fait, on va changer, on va partir là-dessus, on va ouvrir tel produit, on va tel software, tel machin, on va louer tel coût au marketing, tel coût à la communication, tel coût, etc. Pas que tu te plantes trop, donc ça, c'est moi, ça. Et ensuite, il faut que tout le monde, soit onboardé sur pourquoi ils sont là et qu'ils en soient convaincus et que ça les intéresse. Et 2, qu'il y ait une culture d'entreprise qui fait que tout le monde se bat. Le problème des hyper-croissances, c'est que du coup, tu travailles tout le temps trop, t'as un peu de bordel tout le temps, t'as des gens qui viennent, qui partent, etc. Et donc, pour que ça se passe bien, il faut que la somme des gens soit ultra motivée et ultra impliquée. Sinon, ça ne marche pas. Pour l'instant, c'est bien, c'est réussi, on va essayer que ça continue pendant 5 ans. Pour l'instant, c'est réussi. Est-ce que tu as un conseil à notre audience plus générale en fait, pour réussir? À quelle étape de la boîte? Prenons le cas si je veux commencer justement à lancer ma société. Je ne l'ai pas encore commencé. Et de façon très bateau, il faut vendre. Alors ça dépend, parce que tu as différents types de boîtes, tu as du B2B et du B2C. Tu peux pas appliquer les mêmes règles. Mais bon, mettons que c'est du B2B, parce que c'est ce que je fais aujourd'hui, même si je veux ouvrir effectivement le B2C aussi. Donc ton produit est destiné à cette entreprise, vends-le avant de l'avoir. Parce qu'en fait, en le vendant avant de l'avoir, tu fais un beau PowerPoint, tu le vends. Et en le vendant, tu vas te rendre compte soit que c'est une idée vraiment toute pourrie, soit que c'est une idée en fait qui peut être améliorée de telle et telle façon. Mais ne passe pas 6 mois à monter ton truc, ton logiciel, il faut que tu trouves ton CTO, ça prend du temps, machin, etc. avant d'avoir vendu. Parce que tu as des surprises qui sont horribles à chaque fois et en fait tu jettes à la poubelle beaucoup de temps, mais surtout beaucoup d'énergie. Et quand tu montes une boîte, tu peux pas te planter trop longtemps. D'abord, tu as des problèmes de revenus perso, et puis après 6 mois, 9 mois, 10 mois, ça t'attaque le cerveau en termes d'espoir, etc. Donc il faut vite avoir une réponse à est-ce que le projet que j'ai en tête, c'est le bon. La meilleure solution, c'est de le vendre. Quand c'est en B2C, il faut que tu sortes un produit rapidement qui réponde à 2-3 questions majeures. Donc tu t'appelles Facebook, tu le lances, ce que tu veux voir, c'est ce que les gens sont intéressés par le feed et par les photos, c'est pas faire du chat, ça c'est venu après. Donc il faut que tu définisses 1 à 2 features, souvent une, qui est vraiment pour toi ce qui change le marché. Tu sors que celle-là, même si tu te dis mais c'est chiant parce que celle-là uniquement, sans tout le reste, c'est quand même pas la même chose, je suis sûr qu'en rajoutant 10 features, ça ferait du sens, etc. Faut pas que tu fasses ça. Il faut vraiment que tu prends ta feature, tu la pousses, s'il y a des premiers signes de succès, là tu pars sur un délire où tu en construis 25 de plus, tu fais un vrai produit, mais il faut vraiment tester avant. Il y a des gens qui se découragent follement, qui perdent trop de temps, qui reviennent en privé après, qui ne recommencent plus jamais. Voilà. C'était passionnant. Merci beaucoup Thomas pour ton temps et pour cette interview. Merci.